Bienvenue à tous et à toutes au séminaire international de l'IRES. Je m'appelle Marcus Kaman et je suis chercheur à l'IRES et je co-anime ce séminaire avec ma collègue Christina Nizzoli. Pour rappel, le séminaire international est un séminaire bimestriel qui se penche sur les enjeux trans et internationaux du syndicalisme. Il intéresse aussi bien des syndicalistes que des chercheurs. Comme à notre habitude, les interventions des invités seront enregistrées et ensuite diffusées par le canal YouTube de l'IRES. Ce trimestre, nous avons ouvert un cycle qui s'interroge sur les pratiques et les concepts syndicaux en lien avec la transition écologique. Il est indéniable que depuis l'accord de Paris sur le climat, les enjeux environnementaux prennent une place de plus en plus importante sur l'agenda syndicale. Mais comparé à d'autres acteurs sociaux, les voix qu'on entend restent surtout dans un registre défensif. Donc, l'une des urgences principales est alors de trouver des moyens intellectuels, politiques et pratiques pour sortir de l'opposition entre protection d'emploi et transition écologique. Pour nous aider à avancer en ce sens, nous avons programmé 3 séminaires d'ici mai. Lors de la première séance, nous avons pu discuter avec Adrien Thomas du lobbying syndical en matière de quotas d'émissions dans la sidérurgie à l'échelle de l'Europe. Le texte d'Adrien a pointé la dépendance des positions syndicales de négociations avec les employeurs et plus généralement un manque d'expertise syndicale autonome en matière de politique de climat. Nous poursuivons aujourd'hui le cycle avec la discussion d'un texte de Nora Rätzel que nous accueillons avec un très grand plaisir. Son texte porte sur un terrain mené en Inde. Il ouvre utilement des perspectives sur les différentes manières dont les syndicalistes peuvent penser le rapport entre travail et nature, mais pose aussi, je pense, des questions plus fondamentales d'écologie politique. Un mot sur Nora. Nora Rätzel est professeure de sociologie à l'université d'Umeå en Suède. Dans son travail, elle s'intéresse à la façon dont les individus transposent des rapports de sexe, des classes et des races dans des cultures de résistance et de subordination. Elle a travaillé ces questions à l'échelle du lieu de travail, de l'école, du quartier et de l'association. Ces terrains l'ont amené au Royaume-Uni, au Brésil, en Espagne, en Afrique du Sud, en Suède, en Inde et en Allemagne. Actuellement, elle dirige une recherche-action qui porte sur l'implication des travailleurs et travailleuses dans la transition écologique sur leur lieu de travail. Parmi les nombreuses publications et activités éditoriales, il est difficile de faire une sélection. Donc, juste quelques publications. Elle a co-édité notamment le volumineux manuel des études environnementales de travail, paru en anglais chez Palgrave en 2021. En 2020, elle a co-édité un volume paru chez Z-Books qui porte sur les théories marxistes féministes contemporaines. En 2014, elle a publié une enquête qui porte sur les relations de travail dans les multinationales de l'automobile en Suède, au Mexique et en Afrique du Sud, paru également chez Palgrave. En 2012, elle a co-édité les livres qui s'appellent Syndicats dans l'économie verte, paru chez Routledge. Donc, il me semble que l'on peut dire que Nora est l'une des figures principales dans l'espace académique à faire émerger le champ des études environnementales de travail, champ qui n'existe pas à ce jour en France. Donc, pour la discussion, d'un point de vue scientifique, elle sera assurée par Christina Nizzoli. Elle remplacera en quelque sorte au pied levé Sophie Berou, qui est malheureusement tombée malade et s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui. Christina est sociologue et travaille à l'IRES depuis 2017. Ses travaux portent sur la relation au travail et la sphère syndicale des travailleurs et travailleuses précaires. Après une thèse comparative sur le syndicalisme dans les nettoyages en France et en Italie, elle mène actuellement des recherches sur le rapport au travail et au syndicat des aides à domicile, des aides-soignantes et des livreurs à vélo. La discussion syndicale aujourd'hui sera assurée par Romain Descottes. Romain est conseiller fédéral CGT à l'espace international. Encore quelques mots sur l'organisation de cette séance. Donc, nous allons commencer avec la présentation de Nora Rätzel de son texte. Il vous a été distribué au moment de l'inscription. Cette intervention va durer environ 25 minutes. Ensuite, nous donnons la parole à Christina Nizzoli et Romain Descottes pour leur discussion. Et leur discussion va durer 20 minutes respectivement. Ensuite, nous donnons la parole à Nora pour répondre. Après, nous ouvrirons la discussion à la salle. Donc, nous comptons finir au plus tard vers midi.
Donc, je vous souhaite à tous et toutes une bonne séance. Je donne la parole à Nora pour commencer sa présentation. Merci. Thank you very much for the Bonjour à tous et toutes et merci de votre invitation. Nora Radzel va faire sa présentation. Je vais vous parler de la manière dont les travailleurs et travailleuses dans divers pays du monde, hémisphère nord et sud, voient la relation entre le travail et la nature. Screen so you can see my slides. Sorry, I have the chat here, shouldn't be here. With a machine, I have translated Et avec DeepL, les transparents, les informations et les citations que je souhaite vous fournir. Donc, je vais lire ces citations en français, mais je vais parler en anglais parce que malheureusement, je ne parle pas trop bien, suffisamment bien français pour faire ce discours en français. Donc, le thème, c'est discours syndicaux sur la relation travail-nature et je parle des syndicaux en Suède, en Inde et en Afrique du Sud. Alors, je commence toujours avec cela. Ça vous permet de, vous voyez un glacier qui a été photographié en 41 et alors le 13 août 41 et le 13 août 2004. Et ne serait-ce que ces deux photos vous montrent le niveau, le degré de transformation subi par la Terre en ce moment et vu le taux auquel nous produisons et consommons. Et j'ai lu récemment qu'en Alaska, la chaleur globale, la température, le réchauffement climatique va 3 fois plus vite que dans le reste du monde. Donc, voici les syndicaux que nous avons interviewés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir que nous étions au Brésil, en Suède, excusez-moi, en Inde et en Afrique du Sud, et également en Malaisie. Voilà, la question. So, Comprendre le point de vue sorry, I am now hearing the English translation while I'm speaking. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Je suis repassée sur le canal français, mais Madame parlait en français, donc j'étais passée sur le canal anglais. C'est bon, je suis sur le canal français. Yeah, I will try that again. Travail et nature, séparés et combinés. Oui. So the first quote is from. Donc, la première citation est d'un syndicaliste en Inde pour un syndicat industriel en ville. Pour la prochaine génération. Alors, la prochaine génération. Alors, nous avons des gens avec de faibles capacités mentales parce que leurs parents ont été formés et nous avons un environnement merveilleux. Parlons de Nora? I can still hear the translator while I'm talking. Nora, please select the original audio. I will try to Yes. Go to the translation and then maybe put in original audio interpretation. Yes. Yes, Excusez-nous une seconde, mais Nora Redzel, quand elle parle français, je traduis vers l'anglais, bien sûr, et elle entendait ma traduction anglaise. Donc, j'espère qu'elle a résolu ce problème, ce petit problème technique. Donc, ce qui est intéressant avec cette citation, que j'appelle le modèle du conteneur, c'est que ce syndicaliste, voyez, voit une contradiction entre les travailleurs protégés, les travailleurs et la nature, comme si la nature était quelque chose qui était en dehors de ce conteneur du monde du travail. Mais néanmoins, il n'y a pas de relation entre les deux. Si on essaie de protéger la nature, l'environnement, on peut seulement le faire au détriment de la vie du travailleur. Donc, gardez cela en tête. Une autre
idée très courante de la relation entre la nature et le travail, c'est qu'il n'y a aucune relation. Par exemple, ce syndicaliste de Suède qui a dit je ne sais pas vraiment. Ça vient d'un intérêt général pour la nature, tout ce qui va de l'équitation aux fleurs et à la forêt, une sorte de proximité avec la nature. Pas tellement d'un point de vue social, mais plus de cet autre point de vue, plus romantique, d'un point de vue pas nous. Et alors, ici, à Communal, which is our trade union, j'ai fait le lien comme sauver la terre. Déjà là, tu comprends que ça a à voir avec nous. We have called this nature as labor's other. donc cette citation, nous l'appelons le travail comme étant autre. Et donc, la nature, c'est un autre espace où on va pour récupérer après le travail. Mais ça n'a rien à voir avec le lieu de travail. Et cette citation dit également, cela n'a rien à voir avec la manière dont on travaille. Donc, protéger la nature, protéger l'environnement et protéger le travail est important, mais elles sont, ces deux choses sont séparées. Et finalement, l'autre question qui, je pense, est posée, qui est très souvent le cas dans les politiques syndicalistes, que l'environnement est juste autre chose, une autre tâche, un autre défi. Le monde est devenu tellement plus compliqué et les questions que le mouvement syndical est censé aborder, des compétences à la promotion de l'égalité en matière d'emploi, en passant par la gestion de systèmes salarial beaucoup plus compliqués, jusqu'aux défis politiques. Il s'agit d'une énorme éventail de questions. Et puis, vous ajoutez à cela les questions environnementales. Et c'est vraiment difficile parce que tout le monde a déjà tellement de choses dans son assiette. This is also a way of disconnecting labor from nature. Ça, c'est une manière de déconnecter la nature du travail, parce que la nature devient une tâche sur laquelle il faut travailler. Donc, ce n'est pas clair pour les syndicaux, comme quoi cette question d'égalité sur le lieu de travail est connectée et fait partie de la manière dans laquelle on transforme ce processus. Bien entendu, un des exemples, c'est la manière dont le travail des femmes en dehors du lieu de travail est nécessaire pour la reproduction de la masse des travailleurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Mais en dehors du travail, ce travail est nécessaire. Et ce qui est nécessaire également, c'est diviser sur le lieu de travail de la même manière que la nature est séparée des politiques syndicalistes et des besoins par les syndicaux de faire quelque chose pour les travailleurs. Mais il y a également des manières de connecter les travailleurs et la nature. Maintenant, c'est une syndicaliste qui travaille dans le secteur du bâtiment, et en Inde, le secteur du bâtiment est principalement dominé par les travailleuses, par les femmes qui y travaillent. Et elle dit, donc je passe à... Problème de bidonville de Chennai. Puis, certains problèmes environnementaux, le problème d'eau à Chennai, des choses ont surgi. L'eau potable, les voies navigables. Et puis, nous avons combiné le problème de bidonville avec ceux de pêcheurs. C'était une expérience très importante qui m'a aidé à comprendre le problème de pêcheurs qui sont très liés aux problèmes écologiques. This is an important example because it shows. Ceci est un exemple extrêmement important parce que ça montre l'importance de connecter les travailleurs et la nature au sein du travail des syndicalistes au quotidien. Et plusieurs choses, she said things, comme elle a dit, des choses ont surgi. Et donc, les femmes, bien entendu, les travailleuses également, sont celles qui travaillent à la maison, qui s'occupent
du foyer. Donc, il ne faut pas déconnecter, en fait, ces deux lieux de travail, que ce soit le lieu de travail payé et ce qui se passe à la maison, aller chercher l'eau, la survie de la famille au quotidien. L'autre point qui est important, c'est que connecter diverses luttes, et pas seulement rester se cantonner à un syndicat, mais les diverses luttes des divers types de travailleurs, par exemple ici les pêcheurs, ça vous donne une perspective élargie en ce qui concerne le rôle de la nature en termes de travail. Et également, nous avons les pêcheurs eux-mêmes. Et j'appelle leur démarche l'Alliance Travail-Nature, où le leader a dit, voici la situation. Où les hommes pêchent, ils trouvent des déchets plastiques. Cela affecte la richesse des poissons aussi. Les pesticides finissent aussi par arriver dans la mer. Vous voyez, c'est pourquoi nous collaborons avec d'autres groupes, avec les tribus. Nous devons protéger les tribus. Nous devons protéger les Adivasis. Nous devons protéger la forêt. Sinon, vous n'aurez pas de pluie à temps. Vous n'aurez pas de richesses marines. Donc, c'est la chaîne. Nous devons protéger l'environnement. Nous faisons partie de cet environnement. Of course, this is a result of research that is not Donc, bien entendu, ceci est le résultat de d'une recherche qui n'est pas extrêmement surprenante, parce qu'il est évident que les gens, en particulier les petits travailleurs indépendants dans le secteur de la pêche, par exemple, qui travaillent avec la nature, ne peuvent que voir la manière dont, s'ils ne protègent pas la nature, ils ne vont plus ils ne pourront plus survivre, puisque leur gagne-pain, la nature est ce qui leur donne les moyens de travailler, les ressources pour manger et survivre. Point intéressant, c'est que cette perspective de travailler avec la nature également élargit la manière dont divers divers domaines de la nature et diverses populations qui habitent dans divers environnements sont liés les uns entre autres. On est tous interconnectés, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et donc, les domaines de la nature, mais également les divers types de travailleurs. Donc, la question qui se pose, je pense que c'est une question assez difficile à résoudre. Comment est-ce qu'on peut reproduire ce type de savoir exhaustif de la relation entre la nature et les travailleurs lorsque les travailleurs n'ont pas ces expériences de faire partie de la nature et n'ont pas cette expérience où il est difficile pour eux de voir, de ressentir que même s'ils travaillent, par exemple, avec l'acier, avec la métallurgie, bon, l'acier, c'est la nature transformée, hein, mais ils ne voient pas le lien avec la nature. Une autre manière de connecter, cela est une manière un peu plus abstraite que j'appelle vision du monde. Et cette citation maintenant est d'un syndicaliste brésilien de CUT, qui est un des syndicats nationaux au Brésil. Et il nous dit: avec Leonardo Boff et avec Marina Silva et l'étude de l'écologie m'ont amené à penser qu'il y avait quelque chose de suprême, de subtil, qui ne pouvait pas être simplement de réactions physiques, biologiques. Il fallait que ce soit quelqu'un de suprême. Ce qui était déterminant pour moi, c'est la défense de toute la création. La Bible dit que toute la création doit être sauvée par la présence de Dieu sur terre. En d'autres termes, il s'agit d'une relation entre les humains et la nature. So this is because I said, how can industrial workers Donc, quand je vous ai dit comment est-ce que les travailleurs qui travaillent dans l'industrie, métallurgie par exemple, peuvent voir cette relation entre la nature et les travailleurs. Et une des manières serait par le biais de la religion. Et c'est quelqu'un qui a dit créer une vision du monde meilleur qui, si elle est associée à la politique, peut entraîner un changement social.
We have other experiences with religion as well, but this is just Nous avons d'autres choses. Ce sont des perspectives diverses. Donc maintenant, il y a cette théorisation des syndicats de la métallurgie en Afrique du Sud. Et ça, c'est un syndicat marxiste très à gauche. Et bien entendu, qui a un concept du capitalisme comme étant l'exploitation des travailleurs. Mais où se trouve la nature dans ceci? Donc, voici la citation. En fonction de ses propres préoccupations. Parce que parfois, j'ai l'impression que ça pourrait être le changement climatique et ça pourrait être autre chose demain. D'accord. Il y a peut-être la question de l'environnement, mais en fait, ce sont les points politiques qui veulent être faits. Donc, ce n'est pas vraiment l'environnement, c'est le capitalisme. Et donc, la question n'est pas vraiment intégrée dans une perspective et une vision unique. But I would argue there is Mais en fait, j'argumenterais qu'il existe une telle vision, perspective et une telle vision unique. Et je cite un vieux personne âgée, quelqu'un, voici cette vision qui en fait a souvent été oubliée par les syndicats et par les politiques syndicalistes. Et il critique le premier programme de socialisme en Europe qui disait que le travail est la seule source de richesse. Et sa cotation, c'était la nature est tout autant la source des valeurs d'usage que le travail, que lui-même n'est que la manifestation d'une force de la nature, la force de travail humain. Les bourgeois ont de très bonnes raisons d'attribuer faussement au travail une puissance créatrice surnaturelle, puisque précisément du fait que le travail dépend de la nature, il s'ensuit que celui qui ne possède aucune autre propriété que sa force de travail doit, dans toutes les conditions de société et de culture, être l'esclave d'autres qui se sont rendus propriétaires des conditions matérielles du travail. And these material conditions of work is our nature or the natures that we work with. So in a way, one could say if trade unions forget that there is an inseparable relationship between labor donc, excusez-moi, les syndicats oublient que ils laissent la nature à la bourgeoisie, au capitalisme. Ils oublient cette relation, ce rapport avec la nature, les syndicalistes, et répliquent cette vision de la capitaliste, de la relation de production, du fait qu'on privatise la nature, que la nature devient et fait maintenant partie du capital et est appropriée par la bourgeoisie, et on oublie que c'est en fait la condition naturelle pour les travailleurs de travailler. Une autre perspective, est-ce que j'ai déjà trop parlé? Combien de temps il me reste? Je n'entends rien, donc je vais continuer et être aussi rapide que possible. Donc la perspective… Tu as le temps, tu as le temps. J'ai le temps, merci. Donc, une autre perspective, et j'avance dans ma présentation, une autre manière de voir le rapport, la relation entre le travail et la nature, c'est de voir un monde dans lequel on peut s'occuper de cette relation. Et de nouveau, ça, c'est maintenant. Donc, attendez, je vais dire la citation en anglais. Un secteur des énergies renouvelables appartenant à la société, composé de différentes formes de propriété socialisée, coopérative, propriété municipale, etc. So, one way of creating this relationship. Une manière de créer ce rapport et de recréer ce rapport, cette connexion cette relation entre le travail et la nature, c'est d'assurer que les moyens de produire quoi que ce soit soient mis dans les mains des travailleurs. Et un autre travailleur d'Inde
indique la manière dont la surproduction dans la société capitaliste détruit la nature. Et voici sa citation. J'ai le sentiment que le monde actuel de production industrielle est incompatible avec la nature. Nous faisons tout partie de la nature. Notre premier devoir est envers la nature. Le mode actuel de production industrielle ne tient pas compte de grandes préoccupations environnementales. Pourquoi les gens devraient-ils travailler en deuxième et troisième équipe? À un moment donné, toutes les entreprises souffrent de toute la production, du fait qu'il n'y a pas de marché pour vendre ces choses. So it's a degrowth perspective from a trade unionist, from Donc the ça, c'est une perspective différente de la Fédération internationale des métallurgistes, la section indienne. in India. Quite unusual. Et bien entendu, c'est une perspective assez inhabituelle pour un syndicaliste, mais une perspective néanmoins qui, pour moi, est nécessaire et qui va nous mener à une discussion. Et ensuite, finalement, il y a cette idée que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui sont les acteurs de la transformation. Et ceci est une citation du TUC au Royaume-Uni. Et voici sa citation. Si nous avions une approche de la stratégie industrielle qui permette aux syndicats de s'asseoir avec les employés sur un pied d'égalité, alors il pourrait y avoir beaucoup plus d'imagination sur ce à quoi l'avenir ressemblerait. Il ne s'agit pas seulement de rendre les voitures que nous produisons plus écologiques, mais aussi d'opérer un transfert modal vers le transport public. Comment transformer les usines automobiles que nous avons? Vous savez, les gens penseraient réellement, oh, ça vaut la peine de contribuer à cela parce que je serai écouté. Et aussi, vous savez, c'est sur la prémisse que tout cela ne va pas finir par me mettre au chômage. This is a very important perspective, also a Et ça, question. c'est une perspective extrêmement importante. Comment est-ce qu'on peut démocratiser le lieu de travail? Parce que, en particulier maintenant, avec cette relation que nous avons au niveau politique, au niveau mondial, on défend nos valeurs, et nos valeurs dans le monde occidental, c'est la démocratie. Mais comme nous le savons tous et toutes, quand vous allez au bureau ou à l'usine, il n'y a plus de démocratie, n'est-ce pas? Donc, sans démocratie et avec le fait qu'on impose les changements aux gens, on ne peut pas obtenir leur connaissance, leur capacité, leur aptitude à transformer les processus de production et effectuer la transformation même. Et ce, avec quoi on finit? Avec cette démarche non démocratique de transformation, c'est en fait le fait que les travailleurs peuvent seulement être défensifs, défendre leur lieu de travail, parce qu'ils ne sont pas inclus dans le processus créatif pour créer une autre manière de produire. Donc, si on met cela ensemble, on arrive maintenant, on a la société d'aujourd'hui avec ses inégalités, la propriété privée qui domine et la destruction de la nature. Et on pourrait avoir un avenir dans lequel la production serait basée sur la propriété collective, l'égalité, et les travailleurs étant les acteurs de cette transformation et également du processus de production. Je sais, vous pourriez dire que c'est très idéaliste comme perspective, mais néanmoins, c'est intéressant parce que cette perspective existe de diverses manières, avec divers concepts et démarches de travailleurs dans tous les syndicats à travers le monde. Et même si on ne peut pas aujourd'hui arriver à cette perspective dans la réalité, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait développer des alternatives qui nous dirigent, nous orientent vers cette direction, plutôt que juste de développer des solutions qui reproduisent seulement ce qu'on a déjà et le modèle d'exploitation qu'on a aujourd'hui. Et finalement, la question qu'il faut se poser, si on a vu que divers types de travailleurs au sein d'un pays ont diverses manières de connecter la nature et le travail. La question est, comment est-ce qu'on peut créer
ce débat, cette conversation dans lequel les diverses perspectives vont travailler ensemble, œuvrer ensemble et interagir pour produire une expérience, des connaissances plus cohérentes en termes d'interrelation entre le travail et la nature. Et je vais terminer ma présentation avec une citation de Karl Marx, qui nous dit avec un nouveau principe, voici la vérité, agenouillez-vous devant elle. Nous élaborons de nouveaux principes pour le monde à partir des principes du monde lui-même. Which is why it's difficult to et listen. c'est pour cela qu'il est difficile d'écouter aux divers travailleurs. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Nora, pour cette intervention passionnante. Je vais prendre la casquette de la discutante un peu improvisée et aussi excuser Sophie Bérou qui aurait dû être là aujourd'hui pour assurer la discussion du texte de Nora, mais qui malheureusement est tombée malade, donc elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais voilà, elle tenait quand même à dire qu'elle a trouvé passionnant le papier et du coup elle était d'autant plus désolée de pas pouvoir être avec nous. Donc pour commencer, je souhaite dire combien j'ai trouvé le sujet du papier passionnant, ainsi que la manière que tu as d'aborder cette question. Donc poser la question de comment des syndicalistes engagés pour l'environnement perçoivent la relation travail-nature est un point de départ qui, il me semble, est tout à fait inédit, pour le moins en France. Je ne vais pas ici reprendre par point ton intervention et la discuter, mais aborder plutôt quelques éléments qui sont susceptibles de nourrir notre réflexion de chercheurs, mais aussi de syndicalistes, qui opèrent dans un contexte différent de celui que tu nous as présenté ici, à savoir non pas un pays du Sud ayant été colonisé, mais un pays du Nord et ancien colonisateur comme la France. Et à cet égard, je voudrais souligner combien ce papier nous fait du bien, en nous obligeant déjà à décentrer notre regard. Par exemple, lorsqu'on lit toute la partie historique, et je fais plutôt référence là au papier plutôt qu'à ton oral, sur les relations professionnelles en Inde, où tu pointes justement les effets de la colonisation sur la construction de la classe ouvrière indienne et sur la construction du mouvement syndical dans ce pays, en quelque sorte, il m'a sauté à la figure le fait qu'on oublie trop souvent d'opérer le même raisonnement lorsqu'on parle des pays du Nord. C'est-à-dire que des phénomènes tels que l'esclavage ou la colonisation, qui ont accompagné et permis l'essor du capitalisme, ont bien évidemment des effets sur les pays colonisateurs. En ce qui concerne le développement de certains secteurs d'activité plutôt que d'autres, à certains moments de notre histoire, ou encore en ce qui concerne la constitution d'une classe ouvrière qui, avec notamment l'immigration postcoloniale, se trouve segmentée sur la base d'une supposée appartenance raciale de ces travailleurs et travailleuses. Mais pour revenir au contenu du papier, donc déjà, tu nous apprends beaucoup sur la présence syndicale en Inde, dans un contexte caractérisé par une forte présence de travailleurs et travailleuses qui opèrent dans des contextes d'informalité, ce qui crée des entraves à la syndicalisation. À cet égard, il me semble d'avoir compris qu'il y a un clivage entre les organisations syndicales traditionnelles, on va dire, qui s'occupent des travailleurs dans le secteur informel, et les syndicats objets de ton papier qui organisent les secteurs informels. Les grandes organisations syndicales ne sont donc, elles, pas du tout intéressées par la syndicalisation des travailleurs dans le secteur informel, où tu as quand même quelques exemples à nous apporter ici, parce que tu l'abordes un peu dans le papier, mais forcément ça va un peu vite puisque ce n'est pas tout à fait
l'objet. Mais je trouve que c'est intéressant pour nous, en tout cas pour moi, qui ne connaît absolument rien au syndicalisme indien. Tu abordes ensuite, et je vais pas revenir en détail, une typologie avec les 3 types de perception nature-travail, avec un premier type où l'environnement est conçu comme un contenant, un deuxième type où l'environnement est plutôt un médiateur de vie, donc une vision plutôt instrumentale, et le troisième type, il a lieu lorsqu'il y a une alliance nature-travail, donc cette vision holistique. Sur le plan méthodologique, il est aussi important de souligner qu'on voit tout l'intérêt de mener des enquêtes qualitatives en analysant à la fois les éléments discursifs des acteurs syndicaux sur la relation nature-travail, tout en les situant dans les trajectoires longues capables de prendre en compte la socialisation primaire de ces acteurs, mais aussi l'expérience dans le travail et dans le militantisme, dans la sphère syndicale. Or, selon la perception du premier type, qui est aussi, il me semble, assez présente dans les organisations syndicales de nos pays occidentaux, l'environnement est un conteneur à l'intérieur duquel se trouve le travail. Donc, en gros, entre les deux sphères, il n'y a pas de relation. Et pointer, donc, à travers ce type, qu'il y a un problème au niveau du conteneur revient à perdre de vue ce qui relève du travail. Donc, c'est incompatible. S'occuper de la pollution, du manque d'eau et de manière générale du changement climatique est incompatible avec tout ce qui relève du travail. Néanmoins, dans la manière en tout cas, après lecture du papier, il y a un point qui me convainc pas tout à fait sur ce premier type, car il me semble que tu ne prends pas suffisamment, que tu abordes bien sûr la question du clivage rural-urbain, mais peut-être c'est là la raison dans les extraits que tu cites, c'est plutôt du côté du clivage rural-urbain au sein du syndicalisme indien qu'il faudrait en dire un peu plus. Donc la posture de ce syndicaliste n'est-elle pas liée plutôt à des désaccords internes aux organisations syndicales concernant les travailleurs urbains et ruraux, donc avec des revendications propres. Par ailleurs, je le répète, cette divergence, tu la soulignes dans ton papier, mais je me demande si elle n'est pas plus centrale que ça pour comprendre le récit de ce syndicaliste. Pardon. Ensuite, la deuxième perception, la nature comme médiateur de la survie. Pour résumer, on pourrait dire qu'ici, les questions de santé au travail recouvre des enjeux liés à la question écologique ou environnementale. Donc, les questions liées à l'environnement entrent dans l'agenda syndical et c'est donc très intéressant de voir qu'ils rentrent par le biais des luttes existantes et définissent ainsi les intérêts des travailleurs. La nature devient alors médiateur de la survie car protéger la nature permet de sauvegarder les conditions pour la survie des personnes. Et autre élément essentiel de ce deuxième type, c'est qu'on est face à l'alliance entre différents groupes qui ne s'opposent pas, donc, mais il y a la production d'une alliance. La troisième perception est celle de l'alliance nature-travail. Ici, pour le syndicaliste que vous prénommez Pedro, les luttes des travailleurs de la pêche sont par définition des luttes aussi pour l'environnement. Dans ce cas, il me semble que la protection de l'environnement apparaît comme la condition sine qua non pour la sauvegarde de l'emploi de ces pêcheurs. On se retrouve donc dans une situation opposée à celle du premier type et qui va à contresens par rapport au dilemme le plus classique en Occident, qui est celui entre la sauvegarde de l'emploi et la préservation de l'environnement. La pêche industrielle à grande échelle constitue un vrai danger pour la poursuite de l'activité de pêche traditionnelle. Mais, et c'est là l'élément qui attirait le plus mon intérêt, c'est dans un contexte plus large, composé par différents acteurs et par différents rôles au sein de la nature qu'il faut trouver les bonnes stratégies à déployer.
Pour Pedro, il s'agit de travailler avec d'autres personnes dont la façon de vivre et de travailler contribue à protéger la relation travail-nature. Et en conclusion, tu affirmes que les différences dans les perceptions de la relation nature-travail sont dues donc aux trajectoires et aux expériences militantes syndicales des acteurs concernés. Pour le dire autrement, on voit que le secteur d'activité, formel, informel, qu'ils soient en bastion syndicale ou pas, etc., et les caractéristiques des travailleurs concernés, des femmes, des précaires, des travailleurs informels, ou on pourrait ajouter pour nos contextes occidentaux les jeunes, sont des éléments essentiels à prendre en compte pour comprendre les différentes perceptions de cette relation qui est au cœur de tes intérêts, donc nature-travail. Mais un autre élément émerge de ton papier sans qu'il soit pour autant bien explicité. La responsabilité des acteurs institutionnels dans le fait de véhiculer telle ou telle autre vision de la relation nature-travail. Parmi ces acteurs, on peut compter les États, les employeurs, les ONG, l'Organisation internationale du travail que tu évoques dans ton papier, mais aussi bien évidemment les organisations syndicales. Ainsi, dans ton texte, il est intéressant de voir que le fait que la question de l'environnement et de sa protection soit posée aujourd'hui par les pays du Nord et par une partie du patronat à travers la rhétorique qu'on connaît du chantage à l'emploi, peut avoir des effets importants sur les travailleurs des pays du Sud, notamment lorsque dans leur travail, ils ne se trouvent pas directement confrontés aux questions environnementales. Comment tu inscris donc, comment tu conçois, comment tu inscris dans toute cette problématique le rôle des acteurs institutionnels? C'était un peu ça ma question. Il s'agirait alors peut-être, et je parle surtout en ayant en tête les cas des pays occidentaux, de prendre appui sur un autre paradigme d'interprétation en mesure de dépasser le clivage nature-emploi, un nouveau paradigme qui pourrait être nourri, comme tu le proposes dans ton papier en conclusion, par le partage des connaissances entre des travailleurs opérant à différents niveaux du processus de production. En effet, à travers l'exemple de la vision holistique du troisième cas, tu nous invites à élargir la compréhension des phénomènes au-delà de notre propre contexte national et sociétal. Tu parles alors de la force de la praxis comme source d'apprentissage par l'action, ce qui pourrait conduire à ce que les syndicats collaborent entre eux tout au long du processus d'approvisionnement, d'extraction et de production, afin de créer les conditions pour qu'il y ait un apprentissage, d'une part, sur la relation entre le travail et la nature, mais aussi sur les conditions de travail inégales d'un point à l'autre de la chaîne de production. Deux derniers petits points pour conclure, avant de laisser la parole à Romain. On voit aussi émerger dans ta conclusion, et en référence toujours au troisième cas de ta typologie, que le contrôle des travailleurs sur leur propre travail peut être considéré comme une condition permettant de créer et de nourrir une alliance entre nature et travail. On le voit dans le cas des pêcheurs. Ma question, qui s'adresse peut-être surtout aux syndicalistes, aux organisations syndicales, est la suivante. Travailler syndicalement sur le contenu du travail, sur les manières les plus appropriées pour lui redonner du sens, ne pourrait pas constituer un moyen pour aborder la question de la relation nature-travail à partir de l'expérience concrète des travailleuses et des travailleurs. J'en viens donc au dernier élément que je voudrais évoquer par cette discussion et qui concerne ce qui me semble être comme un fil conducteur entre les trois cas présentés dans le papier, à savoir que la relation nature-travail devient plus prégnante au fur et à mesure qu'on s'approche des travailleurs les plus aux marges du système de production actuel. En effet, il me semble, à travers les trois cas qui touchent des catégories d'acteurs stables, comme ceux de l'industrie en milieu urbain, des travailleurs précaires
opérant dans l'informalité ou encore des travailleurs ayant maintenu un certain contrôle sur le travail, comme c'est le cas des pêcheurs, que la relation nature-travail devient plus prégnante et holistique, pour reprendre ton schéma, lorsqu'on se déplace vers les travailleurs qui ont le plus à perdre du système capitaliste. Ces travailleurs sont aussi souvent les plus précaires et les plus éloignés du monde syndical, comme on le voit dans le deuxième cas de ta typologie, où des stratégies sont mises en œuvre pour réunir différentes catégories de travailleurs et travailleuses non organisées. Or, le paradigme de l'alliance nature-travail semblerait pouvoir constituer aussi une stratégie de renouveau, permettant, et je te cite, de surmonter les coûts portés par le néolibéralisme, le travail précaire et le déplacement des emplois des secteurs à forte présence syndicale vers des secteurs où les syndicats sont à peu près absents. Ceci me fait penser aux difficultés qu'ont les organisations syndicales occidentales, je pense à la France, par exemple, à syndicaliser les jeunes. Construire une perception de la relation nature-travail en mesure de dépasser le dilemme emploi-environnement ne pourrait-il pas permettre de rallier les jeunes générations, aujourd'hui on sait éloignées du syndicalisme, aux organisations syndicales? Et avec cette question, je laisse la parole à Romain Descotes, que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui, malheureusement un distanciel, pour cette séance du séminaire international. Merci à l'IRES déjà. Merci à Nora, j'ai lu son papier aussi avec intérêt, c'était vraiment intéressant. Pour répondre à ta question, Christina, oui, il faut redonner du sens au travail. C'est un des moyens en tout cas nous, c'est la conception qu'on a à la CGT sur ça. Mais je vais y revenir un peu plus en détail. Déjà pour me présenter, je pense que je fais un peu partie de cet élan syndical à s'approprier ces questions. Je parle pas de moi particulièrement individuellement, mais plutôt dans la fonction que j'occupe aujourd'hui dans la CGT en fait, parce que c'est la création d'un poste il y a quelques années autour des questions environnementales. Ça c'est un truc nouveau. L'idée étant qu'il y a un poste au niveau national et international qui ont été créés il y a quelques années, justement parce qu'il y a une démarche qui est entamée depuis plus longtemps encore dans la CGT, d'avoir un suivi, on va dire, un peu plus près, un peu plus précis, un peu plus large de ces questions-là. Et je pense que le séminaire aujourd'hui le montre bien. On a un peu tous les mêmes préoccupations. Et je vais essayer d'aller sur les thématiques qui ont été évoquées à partir de ce qu'on fait nous dans la CGT. Déjà, une première remarque d'emblée, j'étais très content de voir qu'il y avait New Trade Union Initiative, le syndicat indien qui était mentionné dans ton papier, Nora, parce que c'est un syndicat avec qui on travaille beaucoup. Nous, en fait, la CGT qui a vraiment en Inde en tout cas, qui a vraiment un projet qui est intéressant, qui essaye de travailler, je crois principalement en fait cette question de comment on crée des alliances entre travail informel et formel, ce qui est vraiment une question essentielle là-bas. Et par ailleurs, sur ces questions syndicales, et j'y reviendrai à la fin si j'ai le temps, on a environnemental, on a un dialogue avec eux depuis maintenant 2 ans. En fait, on a organisé des forums internationaux syndicaux en particulier, où NTUI a participé comme organisation syndicale. Il y en a un qui a eu lieu donc en ligne, mais c'était organisé à la CGT ici à Paris, et le deuxième qui a eu lieu à Séoul au mois de septembre dernier. Et beaucoup de discussions recoupent un peu ce qui a été dit là, quoi. Donc effectivement, il y a cette idée des pratiques, c'est au cœur de comment on part des pratiques, et en tout cas nous, c'est au cœur de la démarche syndicale qu'on souhaite porter à la CGT, et c'est de là qu'on cherche aussi à entrer dans ces questions-là d'une manière qui soit pas experte ou théorique, mais qui renvoie aux besoins concrets. Et je pense que ce qui est intéressant dans ton papier, c'est je pense que les catégories que tu poses, même si et tu as commencé à le dire, Christina, on pourrait faire des nuances, les préciser, qui correspondent pas tout à fait à chaque situation, mais elles aident à penser un peu tout ça, et c'est intéressant.
Et moi, je voudrais partir pour discuter de ça d'une politique publique sur laquelle on essaie d'intervenir syndicalement, qui est celle des PTTJ. Donc, c'est les plans territoriaux de transition juste, qui sont assez récents au niveau européen. La France a validé le sien fin novembre 2022. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui est en train d'arriver fortement. Et ça renvoie à la question que tu posais, c'est les acteurs institutionnels, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Et je pense à l'État, bien sûr, à l'État, les collectivités territoriales, mais aussi au capital en tant que quand même force ayant l'hégémonie, on va dire, et c'est elle qui donne le tempo sur les transformations actuelles. Et je pense que c'est vachement important de partir de là parce que tout simplement, nous, on observe, en tout cas, c'est une analyse qu'on fait à la CGT, c'est que il y a un petit saut qualitatif et on le voit à travers les COP, malgré tous les résultats décevants, les grandes multinationales sont aujourd'hui de plus en plus forcées à au moins prendre en compte ce discours-là et elles s'appuient sur des politiques publiques. Et ces PTTJ, je vais les détailler un petit peu, sont vraiment l'espace, le laboratoire en fait institutionnel et politique dans lequel on essaye de transformer l'économie vers une décarbonation partielle, au-delà de toutes les critiques qu'on peut faire, en limitant la casse sociale. En fait, c'est ça, les PTTJ. Et aujourd'hui, en France, il y a sur ces politiques-là, il y a une dizaine de régions qui ont été, une dizaine de départements qui ont été ciblés et 6 régions, et à peu près 5-6 secteurs qui sont au cœur de ces questions-là. Donc, il y a la coquefaction, les raffineries, il y a les secteurs des verres et céramiques, il y a les secteurs des industries chimiques, la métallurgie, bien sûr, et certains secteurs énergétiques. Donc, en fait, ces secteurs tous ensemble, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc, en fait, voilà, ils essayent de voir comment on décarbone ces secteurs en limitant la catastrophe sociale pour certains territoires, et c'est d'où ces ciblages. Je donne un exemple c'est vraiment précis. Il y a la vallée de la chimie, donc il y en a certains d'entre vous qui connaîtront certainement, c'est entre Lyon et Grenoble. La vallée de la chimie, c'est 70% des emplois qui sont liés à cette industrie chimique. Donc du coup, et notamment il y a aussi il y a de la coquefaction et de la raffinerie. Et en fait, on est sur des populations où si ces emplois-là partent, c'est très compliqué d'en trouver des nouveaux. Et nous, effectivement, on essaye d'apporter ça, et je vais détailler notre stratégie en tant que CGT derrière sur ces questions-là. Mais pourquoi je voulais introduire l'acteur institutionnel, c'est que l'État aussi et les entreprises sont aussi en train de proposer des stratégies. Donc, il ne s'agit pas seulement de voir ce qui est le mieux, mais comment, en fait, un travailleur qui va se retrouver confronté à des choix compliqués, bah, il va prendre ce qui semble correspondre le plus à ses intérêts, en fait. Et dans les plans de transition juste, c'est comment on essaie de proposer des nouveaux boulots depuis la perspective de l'État et des collectivités territoriales, et on voit que si les destructions d'emplois sont très précises, les créations d'emplois le sont beaucoup moins. Mais pour autant, c'est la seule piste qui s'offre à ces travailleurs pour voilà, trouver une solution quand sur un lieu comme la vallée de la chimie, il y a 70% des gens qui n'ont même pas le diplôme niveau bac, dans les gens qui sont employés à l'intérieur de ces industries-là. Donc, il y a toute une série aussi de questions d'inégalité sociale dans la reconversion écologique qui se pose. Et nous, par rapport à ça, effectivement, on a une stratégie qu'on est en train de travailler en lien les organisations syndicales dans les territoires, donc ce qu'on appelle les unions départementales et les unions locales, et les secteurs professionnels. Cette stratégie, elle va recouper un petit peu, je pense, les catégories que tu as essayé de poser. Donc nous, notre but, ça va être d'intervenir sur ces politiques publiques pour avoir des choses qui nous paraissent aller dans le sens de plus d'égalité sociale, dans le sens de plus de respect de l'environnement, parce que c'est pas le cas à l'heure actuelle. Hein. Il y a toute une série de problèmes, on pourra y revenir dans la discussion, mais par rapport
aux besoins environnementaux, on n'est pas tout à fait dans la réponse à ces besoins-là. Et aussi, comme tu le disais, basé sur l'expérience, la pratique du travail. Et en fait, on part de là, on part du syndicat qui sont le syndicat, quand je parle bien du syndicat de l'entreprise, qui est confronté à la fois à la restructuration de l'activité et en même temps qui a besoin d'assurer une continuité vitale, je dirais, aux travailleurs et au territoire plus largement, parce que c'est des politiques qui vont affecter tout un bassin d'activité et pas seulement l'entreprise même. Donc on a effectivement des logiques d'alliance qui se mettent en place. Donc ça renvoie à une politique plus large de la CGT que beaucoup doivent connaître ici, qui s'appelle Plus Jamais Ça, qu'on a rebaptisé aujourd'hui l'Alliance écologique et sociale, où c'est dans ces territoires qu'on va chercher à associer l'expertise de militants environnementaux, des habitants, et donc du syndicat et des travailleurs de ces entreprises-là, pour essayer justement de trouver des alternatives qui répondent à la continuité d'une activité sur leur territoire, qui répondent aux besoins réels des populations et aussi qui prennent en compte les aspects environnementaux. Donc il y a ces logiques-là. Au niveau, tu disais des identités industrielles, là c'est le rôle d'une confédération, c'est-à-dire que il y a effectivement des secteurs qui sont plus impactés par la décarbonation parce qu'ils émettent énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Il y en a d'autres qui sont plutôt en pole position, je dirais, face à cette transformation parce que ils sont issus de secteurs qui offrent des perspectives. Le rôle du confédéralisme, c'est justement arriver à contrebalancer les effets négatifs et le repli qu'il peut y avoir et qui est logique en fait de certains secteurs qui voient ça plutôt d'un mauvais œil parce qu'ils voient ça à travers la perte d'emploi, avec les secteurs qui ouvrent des possibilités. Donc on va parler dans l'économie circulaire, il y a le recyclage de déchets, le transport public, la mobilité collective en fait. Voilà, il y a comment nous on essaye de trouver un chemin qui soit dans l'intérêt de tous. Et ça c'est le rôle du confédéralisme, c'est aussi sur ça qu'on intervient dans ces plans-là. Et on essaye de le lier plus largement à une dimension, à un projet de société, quoi, parce qu'on peut pas se limiter à ce territoire-là. J'y reviendrai après. Je regarde le temps quand même. Il faut voir que les réponses qui peuvent être semblées logiques au niveau local correspondent pas forcément à ce qu'il faut au niveau national ou international. Et donc là aussi, il y a un rôle, nous on pense, des confédérations nationales et internationales de proposer une alternative qui soit réellement efficace, on va dire, pour le poser comme ça. Pour donner un exemple de où ça nous mène, ça, on a une victoire récente exactement sur ces plans territoriaux de transition juste. Donc transition juste, c'est le terme consacré dans le syndicalisme international pour parler des processus qui nous intéressent là, avec des différences de définition, notamment entre pays du Nord et du Sud. Mais donc dans ces plans territoriaux de transition juste, il y a eu la centrale de Cordemais. Donc Cordemais, c'est en Loire-Atlantique, qui est une centrale à charbon. Donc voilà, l'État a décidé de fermer les centrales à charbon pour les quantités d'émissions par rapport à la production d'électricité qui sont énormes. Et en fait, le syndicat CGT Cordemais, qui est un syndicat qui s'est appuyé dans son travail d'alternatives aussi sur les forces territoriales qui l'entouraient, que ce soit des élus, que ce soit des associations, porter un projet alternatif. Donc là, on est vraiment dans le cœur. Ce que je déclinais avant, le but c'est ça, c'est d'arriver à avoir des gens qui localement, en s'appuyant sur leur territoire, proposent des projets alternatifs. Et en fait, ils voulaient transformer leur centrale à charbon en usine éco-combuste. Donc en fait, c'était pour faire avec du pollet de bois. En fait, en gros, on utilise les déchets de l'industrie de l'ameublement, du bois, pour produire de l'énergie.
et avec une série de technologies aujourd'hui qui limitent les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, le 20 janvier dernier, alors ça faisait 2-3 ans qu'ils avaient initié cette lutte-là, à travers notamment ces plans de territoire de transition juste, l'Élysée a accepté, ils ont répondu aux syndicats en disant « Ok, on va se lancer dans ce projet-là ». Donc là, c'est vraiment les travailleurs qui ont été au cœur de ce projet alternatif et qu'on proposait un chemin différent. Donc maintenant, il y a tout le boulot de suivi, hein, parce on a d'autres endroits comme ça où il y a des projets alternatifs, et entre les engagements et la mise en place réelle de cette politique, bah voilà, il peut y avoir des difficultés, mais en tout cas, nous, c'est ça la pratique, en tout cas, qu'on cherche à mettre en place, qu'on cherche à stimuler de différentes manières. Et je pense que voilà, c'est là-dedans qu'il faut effectivement, tu disais, il faut partir de la pratique. Il faut partir de la pratique et voir aussi les difficultés qu'elle rencontre. Donc nous, on est logique. Voilà, il y a des expériences. Quel bilan on peut en tirer? Ce qui a marché, ce qui a pas marché? Comment on peut l'améliorer? Donc voilà, notre boulot de réflexion en tant qu'organisation syndicale, c'est ça. C'est faire ce retour et mettre en place des outils qui soient utiles à ceux qui vont être directement impactés ou qui ont besoin de trouver un avenir, on va dire, dans leur territoire, parce que les territoires qui ont été ciblés par ces fameux plans, c'est aussi les territoires où il y a le taux de chômage le plus élevé, où il y a le tôt de pauvreté le plus élevé. Donc voilà, on est sur des logiques enfin voilà, c'est vraiment difficile. On peut pas intervenir uniquement à travers le prisme environnemental, même si on essaie de le poser d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément celui qui mobilise en premier lieu. Même si je pense qu'il y a une conscience de plus en plus forte de ces questions-là, qui est largement partagée. Voilà, je voulais aussi revenir sur un deuxième aspect en lien avec ce qui a été dit. Si j'ai le temps, je sais pas, Christina, tu me dis? Oui, tu as encore quelques minutes. Ok. Vas-y. On a donc fait un forum, le premier forum en 2021. Je pourrais vous envoyer les liens parce qu'on a toutes les vidéos en ligne, on a aussi des papiers de restitution et ça a abouti à un appel. Dans ce forum avaient participé 130 organisations syndicales de 50 pays. Donc ça avait été un événement important. Il avait été fait en 6 langues d'ailleurs. Et en fait, on avait fait plein de groupes thématiques où il y avait tout un travail préparatoire. Et l'idée, c'était d'échanger sur ça, où on en était sur les transitions écologiques et sociales, comme on les appelait, à partir d'axes thématiques. Donc, il y avait notamment l'axe alliance, effectivement. Et on voyait bien que sur les questions des alliances, il y allait avoir des contextes extrêmement différents. Les alliances en Amérique du Sud ou les alliances en France sont pas de même nature, c'est pas les mêmes acteurs qui sont en jeu. Quand il y a un travail qui est plus informel, quand il y a un secteur agricole qui est plus important, on va avoir d'autres types. Quand c'est une économie qui est plus basée sur les matières premières et une économie qui est plus basée sur les services, voilà, il y a toute une série de questions qui se posent. Mais l'idée était de discuter de ça et pour voir ensuite non seulement comment on peut s'appuyer sur les discussions dans les expériences nationales des uns et des autres, mais aussi comment on pose la question de manière internationale. On avait aussi fait un atelier sur les reconversions industrielles où il y avait des camarades qui étaient venus nous expliquer comment dans différents pays ils avaient mené des projets de reconversion de leur industrie à partir de ce qui eux concevaient comme étant la meilleure manière de produire autrement dans leur secteur. Il y avait notamment pour le cas français, il y avait eu la bataille de Thalès, qui a été d'ailleurs assez précurseuse, où pendant 10 ans, ils voulaient renforcer la branche santé de Thalès contre la branche militaire. Or, la branche santé de Thalès, c'était toute une série de questions liées aux radiographies des poumons, liées à des outils et du matériel qui seront en manque pendant l'épisode de Covid. Donc, on voit bien comment, en plus, en partant de là, ils répondaient à des questions de besoins sociaux qui sont forts. Il y avait eu aussi par secteur en fait ces questions-là qui se posaient, comment dans le transport
effectivement, si le train est une mobilité qui convient à tout le monde, comment dans les organisations syndicales on gérait ces oppositions entre transporteurs routiers et cheminots, et comment on essayait de trouver un chemin qui convienne à tout le monde. Voilà, on a eu toute cette série de discussions un autre thème que j'avais trouvé, moi, un atelier qui a été particulièrement intéressant, c'est, on l'appelait l'environnement dans le syndicalisme au quotidien. Donc, comment, en fait, dans l'activité syndicale quotidienne, on pouvait se retrouver confronté, comment on détectait, on pouvait se retrouver confronté à des choses qui relevaient de l'environnement. Et il y a notamment toute la question des lanceurs d'alerte qui a été posée à ce moment-là, parce que quand on est dans une usine qui a des mauvaises pratiques, par exemple, qui va rejeter du produit industriel dans la rivière du coin, comment en fait le travailleur, sur quels acteurs déjà dans le territoire il peut s'appuyer, mais comment aussi il va être dans cette démarche de dire attention, là ce qu'on est en train de faire ça détruit mon environnement, mais en même temps il se dit merde, mais je mets mon emploi en jeu. Donc voilà, on a discuté de ces questions-là et comment on trouvait des manières de faire qui permettaient de libérer cette expression. Donc voilà, ça c'était toute une série de choses qui a abouti à un appel qui a été signé par tout le monde, et on a fait un cortège à Glasgow pendant la COP26 à l'époque. Pour conclure, parce que là je vois que je mets du temps, il y a eu un deuxième forum cette fois à Séoul qui a été plus centré. Si là les discussions étaient plutôt en interne, c'est-à-dire bon c'était aussi en visio, hein, donc c'était compliqué. Les camarades coréens ont voulu faire un deuxième forum, d'une part beaucoup plus avec une présence beaucoup plus forte d'organisations syndicales du Sud global, comme on dit, et aussi beaucoup plus ancré dans le syndicat, enfin dans la société coréenne. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on alternait moments d'échange avec des interventions devant des sites d'entreprise, des soutiens à des grèves. Il y a eu notamment une des grandes entreprises extractives et énergétiques coréennes. On a mené des actions devant pour dénoncer les méfaits en Indonésie avec les camarades indonésiens qui étaient là. Et voilà, on a essayé d'associer les deux, et effectivement, ça a eu un retentissement très fort médiatiquement en Corée, y compris parce qu'à la fin, il y a eu une manifestation qui était co-organisée par dans le cadre du forum, hein, les organisations syndicales, les associations environnementales et quelques partis de gauche coréens, où il y a eu 35 000 personnes. Donc ça a été vraiment là on passait une nouvelle étape en fait pour nous, et l'idée était voilà comment c'est pas seulement des discussions syndicales, mais comment ça devient un débat de société, et comment en fait on convainc largement. Et tu disais, Christina, et la question des jeunes, et ce qui était génial à cette manifestation, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes et qui voyaient que les syndicats coréens prenaient cette question au sérieux. Et effectivement, on ne sait pas comment ça va évoluer par la suite, mais on espère organiser d'ailleurs un troisième forum dans les temps qui viennent, plutôt du côté de l'Amérique du Sud cette fois. Mais voilà, ça c'est un peu des perspectives. J'avais juste une remarque sur les énergies renouvelables, parce qu'on travaille beaucoup ces questions-là par rapport la question énergie, besoin de décentraliser, d'avoir un accès démocratique aux sources d'énergie en partant du renouvelable. Et ça, sur le papier, on peut être d'accord, mais nous, on a un certain nombre de critiques sur ça qui ont été discutées d'ailleurs dans des cadres internationaux à travers un réseau qui s'appelle le Trade Union for Energy and Democracy, qui est un réseau qui mène une campagne en fait. Aujourd'hui, il y a 90 syndicats qui sont dedans pour un futur énergétique bas carbone, où notamment on a discuté de ces questions-là qui sont délicates dans différents contextes, on va dire. Je pourrais revenir dans la discussion, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que je tiens assez parlé. Merci Romain. Je relaisse la parole à Nora pour rebondir sur les questions et aussi par rapport à ta discussion qui était vraiment passionnante. Merci Nora. Yes, thank you very, very much. Ok, merci beaucoup. Je suis vraiment très impressionnée par le travail effectué par la CGT, et la seule chose que je pourrais dire, c'est que ce serait vraiment extrêmement intéressant si vous pouviez nous envoyer les liens ou ce que vous avez pour en apprendre plus sur ces initiatives, en particulier les initiatives au niveau international. Et le projet que je dirige en ce moment, nous avons des cours de formation, des stages en Espagne, au Royaume-Uni, je crois, et en Suède,
pour voir comment les travailleurs peuvent mesurer leur empreinte écologique et développer des solutions alternatives en termes de processus de travail ou bien faire d'autres choses avec leurs compétences actuelles et les ressources actuelles qui leur sont disponibles. Donc, nous allons avoir un stage à Barcelone, à Jaén, excusez-moi, je prononce pas bien le nom. Peut-être que vous pourriez venir par le biais de Zoom et présenter quelque chose sur les travaux que vous effectuez. Peut-être présenter cela au Royaume-Uni, en Espagne et ensuite au Royaume-Uni pour avoir un échange. Et ça serait vraiment super d'avoir cet échange et très utile pour nous et peut-être également utile pour vous de parler avec des syndicalistes en Espagne et au Royaume-Uni de discuter de ces questions avec eux. Sur un autre niveau, je pense que ce que j'ai tiré de vos deux interventions, c'était l'importance de ce concept d'intérêt, de cette notion d'intérêt par les travailleurs. Et, par exemple, vous nous avez dit qu'il peut y avoir divers intérêts par rapport aux travailleurs citadins et aux travailleurs ruraux, par exemple. Et bien sûr, il y a des intérêts divers. Et il peut y avoir même des intérêts en conflit dans le même secteur, entre les secteurs, au sein d'une même nation, d'un même pays et au point de vue international, bien qu'il y ait également des intérêts similaires. Mais je pense que il serait intéressant avec les études environnement, travail et avec les syndicats de discuter quels sont les intérêts des travailleurs. Parce que bien entendu, il y a les intérêts immédiats, on a besoin de travailler, on a besoin de survivre, on a besoin de gagner sa vie. Et c'est comme ça que notre société est organisée. Mais également, il y a les intérêts, l'intérêt du fait qu'on ne peut pas détruire la base sur laquelle votre travail est, la base sur laquelle il compte, la base sans laquelle votre travail, votre emploi n'existerait pas. Et ça peut paraître très éloigné en temps, dans le temps et dans l'espace. Mais pour moi, la grosse question est qu'il faut réfléchir comment ces intérêts non seulement peuvent se développer parce que l'intérêt est là, mais comment est-ce qu'on peut les rendre plus évidents, plus publics, plus visibles? Et donc, pour qu'il soit plus facile de voir l'intérêt immédiat que les personnes ont aida à se connecter, établir un rapport les uns entre les autres, mais également établir ce rapport avec les ressources naturelles. Et cela pourrait être possible par le biais que les travailleurs se connectent par le biais de la chaîne de valeur. Par exemple, les indigènes dont le mode de vie est détruit, la manière de vivre est détruite par la manière dont le lithium est extrait. Je parle du lithium parce que bien entendu, ça devient de plus en plus important à cause des voitures électriques, etc. Qu'est-ce que cette extraction du lithium? Quelle est la conséquence quel est l'impact sur les personnes et sur l'environnement? Et de quelle manière est-ce que je pourrais travailler, œuvrer, si ces zones sont détruites, mais je vais plus avoir d'emploi, hein. Mes enfants ne pourront plus travailler. Donc, il faut vraiment établir le lien entre tout cela, bien qu'il soit tout à fait compréhensible que l'intérêt immédiat soit mis en avant. Mais ce que je voudrais également ajouter à ces discussions, c'est l'intérêt sur la manière dont on souhaite vivre à l'avenir. Par exemple, comme a dit le syndicaliste indien, travailler, faire plusieurs postes, faire les 3-8, produire tout le temps. Il faut qu'on travaille 24 heures sur 24. Produire 24 heures sur 24 n'est sans doute pas nécessaire. Quelles sont les choses qui sont nécessaires pour que nous puissions vivre une vie agréable? Et quelles sont les choses qui sont uniquement faites pour accroître les profits, les bénéfices et qui ne sont pas nécessaires pour les travailleurs, les citoyens et leur intérêt est celui des communautés. Et je pense que c'est le débat suivant à avoir. Et c'est un sujet difficile, mais il me semble qu'il serait vraiment utile de réfléchir et de discuter des intérêts au sens plus large pour les gens, pour travailler, vivre au sein de leur communauté et également avec les communautés des autres à travers le monde, y compris la base du monde naturel, le monde naturel dans lequel nous vivons.